Bienvenue dans le 56cast, 16e du nom. Après 2 semaines d'absence, oui je sais, ça a été long, on vous a manqué tout ça, mais on est de retour. Et on est de retour pour une émission un peu spéciale, car depuis le temps qu'on en parle, c'est enfin arrivé. Nous avons le plaisir de recevoir Eric Walter, secrétaire général de l'Adopi. Bonjour Eric. Bonjour Erwan. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, à Libération, on s'est dit qu'il fallait inviter Adopi avant qu'un des deux ne meure. C'est de très mauvais goût, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. C'est pas grave. Donc en fait, voilà, on va parler de l'actualité, parce qu'il y en a une, l'avenir, le passé, le présent, le futur, tout ça. Le tout avec un grand mouvement de solidarité collective. C'est peut-être pas jusque-là, mais on va... Non, mais voilà, on va essayer vu qu'on en a parlé, on en parle un petit peu moins, peut-être parce que il y a moins de cette actualité marrante qui fut un temps assez marrante. Ça vous manque, hein? Ouais, à un moment, on parlait des fails et des choses comme ça. Parce que nous, on n'arrive plus à se moquer. Voilà, enfin voilà, on va parler de tout ça. Et avant tout, de quoi on ne va pas parler? On ne va pas parler du départ de Peter Oppenheimer, le directeur financier d'Apple depuis 2004. On va pas faire une émission spéciale. Non. Il Bon, prend sa retraite, il a dit qu'il voulait prendre du temps avec sa famille. Peter, si tu nous écoutes. D'après TechCrunch, Facebook est actuellement en cours de discussion pour acheter Titan Aerospace. Titan Aerospace qui est un fabricant de drones. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces drones? Ils veulent créer des réseaux Internet, ils veulent créer des réseaux de connexion Internet pour les régions qui en sont dépourvues. Côté Facebook, c'est des drones, côté Google, c'est des ballons. Il risque d'y avoir un ciel un petit peu encombré. Non? C'est vrai, c'est oppressant en fait leurs histoires. Il n'y a pas les drones d'Amazon aussi? Oui, c'est ça, oui. Ah, oui. Les drones d'Amazon qui vont livrer les trucs vont devoir surfer entre eux. Ouais, c'est pas mal. Martin Bouygues, le patron de l'opérateur télécom, avait prévenu la fête est finie en décembre. Et il a mis ses menaces à exécution puisque Bouygues Télécom propose maintenant le triple play le moins cher du marché à 20 €. Et... Sauf que Free a fait moins cher juste après, c'est ça? Voilà. C'est avec son offre Alice. Et puis de toute façon, vu que c'est un bordel sans nom, vu qu'ils sont tous en train de se racheter les uns les autres. Bouygues rachète SFR qui... Bref, on en reparlera. Vine, le service de vidéo de 6 secondes de Twitter, a bien réfléchi et finalement, il ne veut plus de cul. Il ne veut plus de contenu sexuel. C'est désormais interdit sur Vine. Évidemment, on commence avec ça. Ouais. C'est la démarche est ça c'est la technique, on est trop cool, venez chez nous, chez nous tout est permis, et puis finalement une fois que les gens sont venus, ouais, tout ça pour une question de crêpes à un moment. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours un peu bizarre ces trucs de censure, et surtout qu'il y avait quand même un avertissement juste avant les vidéos avec contenu sexuel, bien sûr. Bref. Du côté de Facebook encore, ils arrêtent les adresses mail en facebook.com, @facebook.com. Alors ça me fait beaucoup rire parce qu'à l'époque, tout le monde a pris ça tellement au sérieux qu'on parlait de la guerre du mail entre Google et son Gmail et Facebook qui lançait son mail aussi, et on pensait que tout l'avenir du net allait se jouer sur le mail, et puis en fait... Kevin Roger, l'internaute qui utilisait son adresse email kevin.roger@facebook.com est triste. Sans doute. C'est ça. La Fnac lance un site de streaming avec abonnement mensuel à 9,99 €. Mais non, ça c'était l'annonce de 2006. Ouais, c'est complètement dingue. Alors aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est différent, parce qu'aujourd'hui la Fnac relance un site de streaming avec un abonnement à 9,99 €. Ouais. Vous n'êtes pas mauvais langue là. Non, mais c'est du tout. Ils ont essayé, ils ont pensé que le streaming ça marcherait jamais. Après ils ont un petit peu changé d'avis. Donc là maintenant ils réessayent. Et en fait l'originalité c'est l'autre petit abonnement à 2 € pour 200 titres par mois. Renouvelable. Renouvelable, oui, on a le droit à 200 titres différents tous les mois quand même. C'est ça. Sinon ça n'a aucun intérêt. À part ça, oui. La suite c'est toi. Une journaliste du magazine américain Newsweek croit avoir retrouvé Satoshi Nakamoto, le super inventeur super secret du Bitcoin. C'est à l'occasion notamment de la ressortie de Newsweek en format papier, parce que un peu comme la Fnac, ils s'étaient dit que le papier c'était mort, et finalement ils reviennent en format papier parce que Internet c'est pas bien non plus. Bon, non, j'ai rien dit. Bref, entre la Fnac et le papier, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est à l'occasion de la ressortie en papier de Newsweek qu'ils ont sorti cette exclusivité sur le fait qu'ils avaient retrouvé Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin. Mais la Fnac a
jamais paru sur papier. Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de rapport. Bref, non, on conseille par ailleurs pour ceux qui peuvent lire l'anglais l'article qui est disponible sur newsweek.com, qui est assez passionnant. Ouais. Surtout, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, à la fin de l'article, on ne sait pas vraiment à 100% si Satoshi Nakamoto est réellement l'inventeur du Bitcoin. Parce que lui, il dit le nie, ouais. Mais il y a toute une série de faisceaux d'indices qui amènent à penser que quand même, il a peut-être quelque chose à voir. Et enfin, c'est moi ça ? Ouais. Ah oui, et enfin, on ne s'en est toujours pas remis. Ah bah oui, on ne s'en est toujours pas remis. Facebook a racheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Alors, on ne sait pas ce que c'est 19 milliards de dollars. Moi, alors, c'est en regardant mon compte. Ouais. Du coup, on a cherché et on a essayé de comprendre à quoi correspondait 19 milliards de dollars. Ça peut vous aider à comprendre. Ouais. Alors, ça correspond à 40 jours plus 16 heures de pub en prime time le samedi sur TF1. Voilà. D'affilée, en prime time, le samedi, 40 jours. Ça correspond à 23 années de Ligue 1, de droit de Ligue 1. De droit télé. Ouais, de droit télé de Ligue 1. Ça correspond à 12 YouTube, parce que oui, quand Google a racheté YouTube, il ne l'avait pas payé très cher. 1,6 milliard de dollars. Et aujourd'hui, WhatsApp, la petite application, vaut 12 YouTube. Ça correspond à 19 Instagram, donc ce qu'avait racheté Facebook en 2013. 13, voilà. 3 milliards, donc. Ouais, 3 ça milliards. correspond à 2,9 Xavier Niel. Sa fortune personnelle. On va en faire plusieurs à l'affilée, mais ça correspond au PIB du Cambodge, ça correspond à 24 300 appartements de 70 mètres carrés à Paris, à 80 fois le budget du film Titanic. À 1,44 fois le déficit de la Sécu en 2014, à 1 Mark Zuckerberg, fortune personnelle aussi, à 46 Airbus A380. Franchement, ils auraient pu acheter 46 Airbus à 380 à la place de WhatsApp. C'est cool. Hyper classe, quoi. C'est sur leur campus, bonjour. On avait les moyens, c'est payé. Ça correspond quand même à 2 jours et 6 heures de la production mondiale de pétrole. Ça correspond à 3,7 fois le budget de l'ONU. Ça correspond à une jambe et un bras de Bill Gates. Il est génial. Ça correspond à 7,6 robots Curiosity envoyés sur Mars. Et enfin, ils achètent une application. C'est vrai ça. Alors qu'ils auraient pu faire une fête de Curiosity sur Mars. Oui. Ouais, parce qu'il est tout seul, le pauvre. Ça correspond à 2 Bouygues, à 229 diamants Pink Star, le diamant le plus cher du monde. Et un Carrefour. Et en même temps, un Carrefour. Attendez, vous avez pas fait combien d'Adopi ? Non, alors Mince, calculette. Calculette. Non, on l'a pas fait. Oh, je suis déçu. Désolé. Et donc, avant de parler d'Adopi, d'ailleurs, c'est la tradition qui est largement incomprise, mais on y tient, de la virgule what the fuck. Ouais. T'es là. On t'entend. Is this real life? Yeah, this is real life. Okay, now. Okay, now I have 2 fingers. Good. I have 4 fingers. C'était pour une émission spéciale de Jimmy Kimmel, je sais plus sur quelle chaîne aux États-Unis. Après les Oscars, ils ont refait quelques mèmes avec des acteurs connus. Il y avait Double Rainbow et compagnie. Et il y avait donc David After Dentist, joué par Joseph Gordon-Levitt. Jimmy Kimmel, bien joué. Un petit peu superstar de YouTube en ce moment, avec ses différents invités. Éric Walter, oui. Merci d'avoir répondu à cette invitation de longue date d'ailleurs. Et puis on va peut-être commencer. J'ai envie de commencer par une question qui est celle qu'on a posée 50 000 fois de manière ironique pour introduire le sujet. On se demandait, mais tiens, comment va Adopi ? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, elle envoie toujours des spams. Il se passe quoi ? Donc... Bon, Adopi va très bien. Alors, il se passe quoi ? Adopi va très très bien. Et tout le monde est en pleine forme. Elle envoie toujours des mails de recommandations et d'avertissements. Ce que vous appelez un spam. Elle continue à travailler sur la rémunération proportionnelle du partage. Elle s'apprête à sortir une nouvelle version du site offrelegal.fr et elle est en pleine forme. Donc juste pour la nouvelle version du site Offre Légal, on en a parlé ici même. Oui, c'est de rappeler ce que c'est, tu veux dire ? Oui. Oui, parce qu'avant on avait Pure, cette horrible appellation Pure qui regroupait les offres. C'est subjectif. C'est assez subjectif. On peut se mettre d'accord là-dessus, mais c'était nul, Pure, quand même. Bon, c'était un peu loupé, oui. Voilà, c'était loupé. Pure qui recensait donc les sites qui étaient certifiés légaux, c'est-à-dire qu'ils avaient ils avaient présenté leur catalogue, et après, si personne n'avait émis de contestation sur la légalité de leur catalogue, ils pouvaient recevoir un petit macaron.
et être recensé sur pure.fr. Et là, la nouvelle approche, donc, c'est offrelegale.fr. C'est pas seulement les sites qui ont le macaron, mais ça recense tous les sites pouvant être regardés comme légaux, c'est ça? Elle est jolie, la formule. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... basiquement, l'idée de faire un décret en Conseil d'État pour mettre un macaron sur un site internet, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc, il y a effectivement le macaron qui, du coup, est devenu Adopi offre légale, hein, faisons simple. De toute façon, Adopi, tout le monde connaît. Donc, et puis, on nous a tellement critiqué sur l'offre légale que c'est bien de montrer qu'on fait quelque chose sur l'offre légale. Et il y a effectivement le complément par la mission d'observation de l'institution qui marche vraiment bien, qui nous permet, en croisant un certain nombre de critères, à commencer par le rapport Google Transparency, etc., de considérer qu'un site a toute l'apparence de la légalité et de le référencer et de l'ensemble. Au lieu de 60-70 sites péniblement listés, on se trouve avec 360-370 sites. Le panorama donné à l'internaute est beaucoup plus large et on retombe en fait sur l'idée qu'avait le législateur à l'origine, puisque c'est au Sénat qu'ils avaient rajouté ça. Et ce qu'ils voulaient vraiment, c'était informer les gens sur l'existence d'une offre légale, pas uniquement sur l'existence d'une offre qui correspond aux critères assez fermés d'un décret en Conseil d'État. Oui, parce qu'avant, il fallait que les sites demandent le macaron, et il y en a qui ne le demandaient pas, alors que c'était quand même des acteurs incontournables du paysage. Il y avait, je sais plus, peut-être iTunes ou la Fnac, ils y étaient pas. iTunes y était, mais pas pour la partie VOD, par exemple, ce qui était dommage. Pareil, la Fnac, il y avait un petit bout, mais pas l'autre bout. Donc, finalement, pour l'internaute qui allait sur pure.fr, il y avait pas grand intérêt. Non. Là, est-ce qu'il y avait des internautes qui allaient sur pure.fr? Ah oui. Mais il ne faut pas oublier que dans nos spams, comment on dit spam, on en est à peu près 2 millions d'envois de mails de recommandations sur le thème votre accès Internet a servi à quelque chose auquel il n'aurait pas dû servir. Mais dans tous ces mails, il y a toujours systématiquement un lien sur le site. Ah bah oui. Donc, oui, c'est un bon outil de producteur d'audience. Ah oui. Forcément, quand on a 2 millions de mails qui renvoient sur un site, c'est forcément ça crée un petit peu d'audience. Voilà. Oui, donc là, il n'y a plus que les gens qui reçoivent un mail qui y vont, ça devient une porte d'entrée en fait. Exactement. Là, ça s'élargit. En fait, il y a vraiment des gens qui viennent chercher. Il y en a même parfois qui se trompent. L'autre jour, il y en a un qui était tombé, je ne sais pas comment, sur... Je voulais aller sur T400. Mais non, il voulait le jeu vidéo. Il était tombé en fait sur les sites de crowdfunding qui finançaient le jeu vidéo. Alors, il dit, c'est ridicule votre truc. Il y avait 3 sites de crowdfunding. En fait, il avait mal fait la recherche et on l'a réorienté. Et ah oui, c'est pas mal, effectivement. Il y a une information beaucoup plus exhaustive, soyons sérieux là-dessus. On a, par exemple, sur le livre numérique, plus de 160 plateformes qui existent, qui sont des toutes petites plateformes et qui sont plutôt contentes d'ailleurs d'être là. Et les gens vont les voir, commentent, ils ont la possibilité de commenter, et ça c'est pas mal parce qu'on fait remonter les commentaires aussi aux éditeurs de plateformes, donnent leur avis en direct, disent j'aime pas, machin, donc c'est déjà beaucoup plus vivant. Mais on a voulu aller plus loin. Et il y a donc 2 nouvelles fonctionnalités qui débarquent là cette semaine. Et autour des œuvres qui sont introuvables. Parce que vous savez, il y a un argument de très mauvaise foi qui dit on pirate parce qu'on ne trouve pas les œuvres. C'est pas vrai. Ça dépend de la consommation des gens. Il y a plein de trucs que je trouve vraiment pas. Moi aussi parfois. Donc le mini-troll mis à part, on a voulu là aussi donner la possibilité à l'internaute et aux visiteurs de signaler qu'ils ne trouvent pas une œuvre. Donc là, on met 2 outils en place. Le premier qui est ouvert cette semaine, c'est ce signalement des œuvres introuvables. Et ça, pour nous, c'est vraiment important parce que soit l'œuvre est trouvable et l'internaute l'a pas trouvée. Donc on fait le boulot derrière, on lui dit mais si, elle existe sur cette plateforme. Truc que j'ai fait 150 000 fois sur Twitter. Hein. C'est des gens qui disent je trouve pas machin. Vous faites une recherche et vous le trouvez en 3 secondes et vous dites à l'internaute si, regarde, ah oui, j'avais pas vu. Donc on fait ça. Soit l'œuvre est vraiment introuvable et là on va voir, et c'est intéressant pour les titulaires de droit, quelles sont les œuvres massivement introuvables, c'est-à-dire celles que les internautes cherchent vraiment, puisqu'après on les classe par quantité de signalement, etc. etc. Ça, c'est la première fonctionnalité, et on est très très attaché. Et si par exemple, juste si je cherche une œuvre mais que je la trouve que en VF, en SD par exemple, est-ce que je peux râler parce que je la trouve pas en VO et en HD qui est la façon dont j'aimerais la voir? Oui, alors là, ça devient très spécifique, mais oui, tu peux râler parce qu'il y a une... Non, oui. Ça mérite de râler. Hein. Ça mérite de râler. Ça me fait penser à... Bon, il y a déjà une case commentaire qui permet mais c'est vrai qu'on pourra peut-être assez rapidement affiner un petit peu le mode de signalement. Et par exemple, je la trouve, mais je la trouve pas dans le format que je veux, ou je la trouve pas dans les conditions que je veux, etc. En disant ça, je regarde la personne qui est en charge de ça, et donc c'est presque une instruction, voilà.
On l'a pas encore lancé, il y a déjà des fonctionnalités en plus. Fred, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est fait, c'est dit, c'est pratique. Ah, mais parce que ça sert à la fois aux internautes d'avoir peut-être une réponse parce qu'ils ont mal cherché. Ça permet à l'Adopi d'avoir une vision d'ensemble de ce qui est vraiment pas trouvable. Exactement. Et ça peut peut-être servir aussi aux plateformes concernées de se rendre compte de leurs propres défaillances de leur catalogue. Exactement. Alors ça, c'était déjà l'idée des commentaires sur la plateforme. Donc ça marche pas mal. Il y a des gens qui nous envoient un certain nombre de commentaires, mais là, ça va plus loin. C'est beaucoup plus fin. Ça permet, et pour la plateforme, c'est vraiment important. Ça lui permettra justement de savoir que si elle a un catalogue en VF et que les internautes cherchent massivement la VOST, il y a un problème quelque part. La plateforme peut pas forcément résoudre le problème. Après, ça dépend de ce que lui donne le titulaire de droit, etc. Mais au moins, ça lui permet d'affiner sa stratégie et de retourner discuter avec ceux qui lui fournissent les œuvres. Et la deuxième fonctionnalité, celle qui a été tant attendue, moi ça fait 3 ans que j'en rêve, ou 4, ça fait 4 ans là depuis maintenant, c'est 2009, oui merci, enfin 2010, fin 2009. CAD, c'est le fameux moteur de recherche par œuvre. Là aussi, même chose. Et donc, est-ce qu'on trouve ou est-ce qu'on trouve pas? Les deux sont faits pour répondre à cette même question. Et on lance cette semaine un appel aux 360 plateformes qui sont sur le site pour leur demander si elles sont d'accord, ce qu'on appelle sur la base du volontariat dans notre jargon, pour mettre à disposition leurs métadonnées et nous-mêmes leur communiquer une API qui permettra de construire un modèle expérimental du moteur de recherche par œuvre. Méga moteur de recherche de l'offre légale. Exactement. Alors il faut savoir que ça, les plateformes sont libres de dire oui ou non. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu le faire jusqu'ici, en fait, parce que tant qu'on n'a pas accès à leurs métadonnées, personne ne peut les y forcer. Mais là, avec la réaction qu'on a eue sur la première version offre légale, j'ai bon espoir qu'il y en ait un certain nombre qui jouent le jeu, et donc ce ne sera pas exhaustif, mais ce sera déjà un outil très intéressant, et ça nous permettra d'aller plus loin, de dire, vous voyez, depuis que le moteur existe, il y a eu tant d'audience en plus, il y a eu telle réaction, etc., etc. Donc pour lancer une dynamique. Après, le rêve, c'est que le secteur privé s'en empare, et ce qui serait normal, c'est pas à l'État de faire un moteur de recherche d'œuvres en réalité, mais expérimenter et impulser, ça oui, je crois. Alors on sent quand même que ça vous fait plaisir de vous intéresser finalement à la diffusion des œuvres, qui est une des parties du nom de la haute autorité. Et non mais c'est quand même quelque chose. C'est le finalement qui me fait. Finalement parce que dans un premier temps de l'existence de la haute autorité, qu'on a rappelé donc créée en décembre 2009. Il y avait ce truc sur le défaut de diligence, etc., maintien opérationnel et de la sécurisation. Ça a été le grand débat. La sécurisation de la ligne qui empêcherait donc que les œuvres se piratent sur un ordinateur. C'est ça. C'est très compliqué. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu la volonté politique qui était à l'initiative de la création d'Adopi, la loi création et Internet, qui avait, j'allais dire scénarisé, mais qui avait mis en place le principe même de riposte graduée, de réponse graduée. Merci. Voilà. J'allais faire la correction. Et donc, il y a eu ce premier temps de mise en place de l'envoi massif, qui est devenu massif, de mails d'avertissement, de courriers de recommandation, finalement de quelques étapes, quelques cas qui sont allés plus loin, pas tant que ça. Heureusement. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que voilà, on sent aujourd'hui, avec les études dont on parlera tout à l'heure, avec le site Offre Légale, c'est peut-être plus utile aujourd'hui d'essayer de mettre en valeur une offre légale plutôt que de s'attaquer aux internautes qui utilisent les services. Voilà. Il y a deux moyens de répondre. Déjà, sur l'utilité. En réalité, personne n'en sait rien. Je crois que les deux actions sont complémentaires. D'un côté, il fallait effectivement non seulement rappeler massivement ce que c'était que le droit d'auteur, c'est le cadre de la loi, c'est comme ça qu'elle a été conçue, et au-delà de ça, créer le débat. Ce qui s'est passé depuis 4 ans, c'est qu'on n'arrête pas de parler de droit d'auteur, mais ça a un effet aussi. On le voit bien au travers de nos enquêtes, la sensibilisation sur la question du droit d'auteur et sur l'importance qu'il y a derrière le droit d'auteur monte. Elle a cru, et dans tous les sens possibles, mais au moins le sujet de discussion est sur la table. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Les personnes ne savaient en réalité qu'on achète un droit d'auteur. On a toujours acheté un support, on a toujours acheté un DVD, un disque, etc. En réalité, non, le support, c'était simplement le support de location d'un droit donné par l'auteur. Donc au-delà des mails, cette discussion quasi permanente, grâce à la presse qui nous a beaucoup aidé à alimenter cette discussion, les médias qui dans leurs articles, dont je loue tous les jours l'objectivité, la sincérité, etc. J'arrête. Bien. Bon, je plaisante. Non, mais grâce à la controverse, en réalité, la discussion a été mise sur la table. Et donc, autour des mails, il y a quand même
largement une situation qui a évolué sur qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur aujourd'hui et moi, chez moi, comment je fais pour éventuellement le respecter, etc. Après, en termes de calendrier, on est une toute petite institution, 60 personnes. On parlait de début 2010, il nous a fallu 1 an et demi pour construire concrètement l'institution. Comme vous lancez une boîte, en 2 jours, vous n'avez pas la totalité du personnel et en plus dans la fonction publique, c'est encore plus compliqué. Donc il nous fallait du temps. La première mission sur laquelle on était tous attendus, c'était évidemment, et la plus lourde, d'ailleurs, les envois de mails, mais en même temps, c'était la plus cadrée. C'était la plus simple, d'une certaine façon, à mettre en œuvre. Elle était lourde techniquement, lourde juridiquement, mais très claire. Tandis que l'autre, je demande diffusion des œuvres, observation, etc. Il a fallu l'inventer de toutes pièces. Donc on a eu besoin de l'expérience finalement petit à petit acquise avec les. On se souvient qu'il y avait la création des labs qui ont se sont fermés, qui ont fermé ensuite. Exactement. On s'est cherché en fait sur les 2 autres missions. Le collège s'est cherché. Marie-Françoise Marais, la présidente, depuis le début, c'est même pour ça qu'elle m'a recruté, voulait donner corps à ces 2 autres missions de l'Adopi pour justement ne pas rester sur ce qui était Adopi 1, un système très répressif, etc. Mais on s'est vraiment cherché. Mais ce que je trouve que, enfin, tout le monde a trouvé un peu hypocrite, c'était que depuis le début, on a présenté ces 2 missions répression, si je peux l'appeler comme ça, et pédagogie, pédagogie et promotion de l'offre légale. On a toujours dit que la promotion de l'offre légale, enfin dans le sigle de l'Adopi, ça apparaît en premier. On a toujours dit que c'était prioritaire. Je me souviens que Frédéric Mitterrand n'arrêtait pas de dire partout que c'était d'abord de la promotion, d'abord de la diffusion, d'abord de la pédagogie, et puis ensuite, oui, bon, on envoie des mails. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passait. Donc, c'était juste le contraire entre la publicité qu'on en faisait et nous, ce qu'on envoyait dans la mise en place des choses. C'est vrai. Il y avait un peu de publicité mensongère autour d'Adopi, de tous les côtés, qu'on soit clair. Dans l'esprit de certains, le système d'envoi de mail, c'était pour faire des charrettes d'internautes qui allaient se faire couper la tête chez le juge. C'est exactement le contraire. On l'a matraqué suffisamment, je le disais tout à l'heure, à l'instant. Moins on a de dossiers transmis au tribunal, plus on fonctionne. C'est bien ça le système Adopi. C'est pour ça que j'insiste un peu sur le pédagogique, mais c'est tout ce qu'a mis en place Mireille Mercareta, c'est vraiment un triangle inversé. La finalité, c'est pas d'envoyer les gens au tribunal. La finalité, c'est justement de les sensibiliser, de leur faire comprendre. Alors, ok, c'est un peu avec le bâton. On est en France aussi. Donc ça sert parfois un petit peu de bâton, mais c'est un bâton doux. En même temps, c'est un bâton doux, mais il y a eu, et je pense que ça a été et ça a été une des raisons principales pour laquelle on a critiqué, je dis dans large, pas forcément nous, mais et d'autres, c'est qu'il y avait aussi ce symbole complètement hallucinant on est en 2007, 2008, puis 2009 au moment de la création d'Adopi, et on menace des gens de coupure d'accès à Internet. Il y a eu quand même ce truc-là, il a fallu, je pense, de votre côté vivre avec, et il y a eu, en termes symboliques, c'était quelque chose de complètement hallucinant. C'est quelque chose d'une violence extrême. Ouais. Mais c'est très intéressant, parce que même moi, quand j'ai pris mes fonctions à Adopi, j'avais absolument pas perçu l'ampleur du traumatisme qu'a créé cette simple idée de pouvoir couper l'accès Internet. Et au début, d'ailleurs, je ne comprenais pas, parce que quand je ne paye pas mon abonnement, on me coupe. Donc j'avais du mal à voir exactement pourquoi ça avait créé, bien au-delà de la France, en réalité, une telle vague de traumatisme. J'appelle ça un vrai traumatisme. C'est parfait, c'était une excellente chose d'avoir supprimé ça, ça ne change rien. C'est très intéressant, on s'aperçoit en réalité que dans l'esprit des personnes qui reçoivent des mails, ça ne change strictement rien. Mais ils ont poussé le curseur un peu loin, là, en 2007, quand ils ont mis la coupure d'accès Internet sur la table. C'était pas nécessaire. C'est ça. C'était pas franchement nécessaire. Et attends, pour continuer, vous m'avez interrompu. Donc, et pour continuer, une fois qu'on a eu ce dispositif de réponse graduée mis en place, il fallait vraiment essayer de donner corps à l'autre mission. C'est pour ça que je vous disais un peu publicité mensongère, mais pas volontaire. Je trouve que vraiment les parlementaires, les ministres, quand je les ai rencontrés, avaient vraiment en tête il faut faire quelque chose pour l'offre légale. Mais ça fait 10 ans qu'on dit il faut faire quelque chose pour l'offre légale. En réalité, Napster a été créé, on disait il faut faire quelque chose pour l'offre légale. Donc l'intention politique était sincère. La réalité de la loi était déjà très loin de l'intention politique. Ce qui a été voté, ça ne permettait pas de faire grand-chose sur l'offre légale. Et ensuite, la mise en œuvre.
Ben oui, on a tâtonné un petit peu, mais oui, j'y prends plaisir aujourd'hui, parce que là, on est dans la plénitude des missions de l'institution. C'est pas uniquement, justement, la réponse graduée. Et ce sont ces 3 volets totalement complémentaires. Réponse graduée, plus encouragement à l'offre légale, on va assez loin maintenant, et plus, bien entendu, observation et compréhension, que j'ai tendance à mettre presque au centre, d'ailleurs, des 2 autres sujets. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, et puis on parlera aussi de l'avenir de l'institution, c'est un sujet important aussi en ce moment. Comme celui de Libération. Comme celui de Libération, mais ce n'est pas l'objet ici. On a le droit à 3 blagues sur le sujet. Voilà. C'est la deuxième, là, c'est ça? Ça, c'est la deuxième. Okay. Et on va passer au potager du web. Le potager du web, aujourd'hui, on ne fait pas dans l'historique, on fait dans le très récent. C'était fin février et il s'est passé un truc de dingue. Je me suis rarement aussi éclatée à regarder un site internet pendant des heures que cette fois-là. C'était Je témoigne pendant des heures. Mais c'était fascinant, toi aussi c'était fasciné. Sur Twitch.tv, cette plateforme sur laquelle on peut regarder des gens jouer à des jeux vidéo en direct, à plein. Il y a quelqu'un qui a une idée absolument géniale qui est, au lieu que tous ces gens regardent quelqu'un jouer aux jeux vidéo, pourquoi tous ces gens ne pourraient pas participer aux jeux vidéo? Par exemple, on lancerait une partie de Pokémon et tous les gens qui regarderaient pourraient interagir avec la partie en se servant de la fenêtre de chat. Et ce qu'ils écrivent dans la fenêtre de chat, en fait, c'est interprété et ça devient des ordres qu'on donne à la Game Boy. Si vous écrivez sur Start, on lance Start dans le jeu. Si vous tapez A ou B ou haut, bas, gauche, droite, c'est autant de boutons de Game Boy qui sont activés, en fait. Et s'il y a 50 000 personnes qui donnent des ordres en même temps, et ben tant pis, on s'en fout, on applique les 50 000 ordres en même temps, et ce qui fait que c'était totalement injouable. Enfin, c'est ce qu'on disait au début, on ricanait beaucoup, parce que le petit personnage, il tournait en rond, il n'arrivait pas à avancer, il rentrait dans une pièce, il sortait de la pièce, il rentrait dans une pièce, il sortait de la pièce, il faisait un tour sur lui-même, il ouvrait son sac, il fermait son sac, il sauvegardait la partie, re-sauvegardait la partie, re-sauvegardait la partie, enfin c'était à la fois hilarant, déprimant et fascinant. Je crois que tu viens de parler du passage à 3 jours et 48 heures. C'était exactement celui-là. D'ailleurs, on a un petit extrait pour voir à quoi ça ressemblait et l'absurdité de la chose. C'est vrai que dans la catégorie hypnotique, je pense que on est dans une des expériences les plus hallucinantes d'Internet. Et alors en plus, le mec qui a inventé ça, il est tellement maléfique qu'il a inventé 2 modes. Il y avait le mode anarchie et le mode démocratie. Voilà, c'est ça. En mode anarchie, on applique absolument tout ce qui est donné comme ordre. Donc ça donne ça. Ce qui fait qu'on n'avance pas et c'est le chaos complet. Et s'il y a suffisamment de gens, parce qu'il y a encore un ordre qu'on peut donner via le chat, c'est démocratie ou anarchie. Et s'il y a suffisamment de gens qui votaient pour la démocratie et qu'on était à 75% de désir de démocratie, on passait en démocratie. Et là, en fait, je crois que pendant un intervalle de 10 ou 15 secondes, tous les ordres qui étaient rentrés étaient comptabilisés et après l'ordre qui était le plus voté était appliqué. Donc s'il y avait 40 personnes qui votaient pour A, et ben on faisait A. Du coup, le jeu devenait extrêmement lent, mais tout d'un coup, il devenait intelligent et on pouvait... Voilà, c'est dans les passages un petit peu difficiles, on avait besoin de la démocratie. Genre, il y a un moment, dans le parc Safari, dans Pokémon, le nombre de pas sont comptés. On a le droit d'en faire genre 350 et après on est éjecté du parc. Et on peut pas continuer le jeu sans avoir cherché un truc qu'il y a tout au bout du parc Safari. Donc là, on pouvait pas y arriver en anarchie, en piétinant sur soi-même. Donc il fallait la démocratie. Voilà, donc c'était un truc complètement dingue. Et ce qui était surtout très drôle, c'est comment les gens se perdaient dans les sous-menus du jeu. À partir du moment où il y en a un qui appuie sur Start, mais on était sûr d'y perdre 5 minutes à regarder ce qu'il y avait dans le sac, à regarder le ticket du paquebot. Mais non, ce n'est pas le moment d'utiliser le ticket du paquebot. Et à regarder le fossile de Pokémon qu'on avait récupéré. Bien sûr, en mode anarchie, toutes les instructions étaient empilées et donc l'instruction qu'on rentrait était appliquée 3-4 minutes plus tard, en attendant d'appliquer toutes celles qui arrivaient avant. En plus, il y avait un lag, donc les gens n'arrivaient pas à s'en sortir. Au moment où on appuie, par exemple, il faut aller en haut pour sortir de ce couloir, on appuie sur haut, mais quelqu'un a appuyé sur Start avant, ce qui fait que notre haut est interprété comme monter dans un cran dans le menu. Voilà. Et donc on se perdait dans ce menu et les gens ont perdu des heures et des heures à regarder le fossile de Pokémon qui s'appelle Helix en anglais, c'est Nautil en français. Et donc au bout d'un moment, les gens qui jouaient à ça ont fait une sorte de petit mème interne au phénomène où ils ont imaginé que Helix c'était une divinité et que c'est pour ça qu'on passait son temps à la regarder. Il fallait tout le temps consulter Helix, lui demander son avis et prier Helix pour que la suite de l'aventure se passe bien. Et donc il y a eu énormément de fan art, de dessins, de vidéos, de gifs animés sur le dieu Helix. Voilà, il a ouvert son inventaire.
c'est le dieu Elix. Si vous tombez sur des gens qui vénèrent Elix sur internet, c'est à cause de ça. Ils ont joué à Twitch Plays Pokémon. Et faire une loi contre les divinités sur internet. Non, parce que là c'est n'importe quoi. Il y a une église, il y a des hymnes, il y a des sites officiels. Il y a des gens qui m'ont remercié d'avoir participé à la prière pour Elix en écrivant mon article. Ils m'ont fait un peu peur. Ils écrivaient bizarrement sur Twitter en majuscule et tout. Et bref, il y a des gens qui ont même flairé le coup marketing, qui ont fait des posters, qui vendent sur Etsy, qui ont fait des boucles d'oreilles, qui ont fait des t-shirts, qui ont fait des Elix en crochet et en tricot. Bref, ça devient un business. Bref. Et pendant que les gens font du fan art, il y en a d'autres qui ont même chroniqué l'aventure. Alors il y avait des comptes Twitter qui racontaient l'aventure minute par minute. Ah bah là ça fait un quart d'heure qu'on essaye de capturer un Pokémon, on a enfin réussi à le faire. Ou alors, merde, on est encore perdu dans le PC. Alors quand on va dans le PC pour mettre des Pokémon dans son équipe et déposer des Pokémon depuis son équipe vers le PC, il y a une option qui apparaît, c'est relâcher le Pokémon dans la nature. Et ils ont relâché leurs meilleurs Pokémon. Mais non, mais ils ont relâché 12 Pokémon le même jour. Et ils étaient bons en plus. Et ça, c'est resté dans l'histoire comme le Bloody Sunday. On a un petit extrait, il y a des gens qui ont enregistré, voilà. Si vous le relâchez, il sera parti pour toujours, d'accord. Et là, quelqu'un clique sur A, bien entendu, parmi tous les ordres. Et voilà, lui, il a relâché. Et Dux, il avait un niveau 31, bah oui, au revoir. Relâché aussi. Ils en ont relâché 12 comme ça le même jour. Après, ils se sont dit, plus jamais on va sur le PC. Tant pis. Et donc, après 16 jours, 7 heures, 45 minutes et 30 secondes de jeu en continu. Parlons bien d'une 24 heures sur 24 pendant 16 jours, 7 heures et quelques. Ils ont gagné. Ils ont gagné, ils sont arrivés à la fin du jeu. C'est un truc de dingue, même le créateur, il croyait pas, il disait ça me paraît impossible qu'ils arrivent à battre le jeu sans une meilleure coordination. Et en fait, ils ont gagné. À force de bourriner la touche A, c'était leur seule technique en combat, bien évidemment, ils pouvaient pas réfléchir à autre chose. Ils s'y sont repris à 16 tentatives pour faire les combats finaux, et la 17e, c'était la bonne, ils ont gagné. C'est beau quand même. C'est un truc de fou. Mais vous savez que c'est fascinant votre histoire. C'est complètement fascinant. C'est absolument fascinant. C'est entre un concentré de l'histoire de l'humanité et le fait d'arriver à un résultat à autant de personnes, c'est extraordinaire. L'intelligence de la foule, mais d'une manière complètement improbable. Et c'est vrai que il suffisait de rester 10 minutes devant le jeu pour se dire jamais, au grand jamais, ils arriveront au bout. C'est pas possible parce que pendant 10 minutes de jeu, ils avaient avancé, reculé, et c'était arrivé à la même. C'était rien passé. Et ils étaient combien, 50 000 Jusqu'à 70 000. Moi, quand je regardais, ils étaient à peu près 50 000. Il y a eu un pic à 120 apparemment à la toute fin du jeu, quand ça commençait à se savoir qu'ils allaient finir. 120 000 joueurs. Et donc, des probabilistes là-dessus, parce qu'en termes de calcul de probabilité, ça doit être assez amusant de repartir du nombre de personnes. Et ce qui est marrant, c'est que Twitch, qui est quand même un des plus gros services vidéo en ce moment, qui surcartonne, a été obligé de déplacer Twitch Plays Pokémon sur un serveur spécial parce qu'il y avait évidemment trop de monde et ça faisait ramer c'était la moitié de la fréquentation du site. Ça, c'est un peu le côté concentré de l'histoire de l'humanité. C'est ça. C'est ça aussi. On va revenons donc à Adopi, donc avec Eric Walter, secrétaire général depuis décembre 2009 d'ailleurs. Non, depuis mars 2010. Ah pardon. Ouais. Belle précision. Il y a eu une actualité forte qui a été, on va dire, qui a commencé en mai 2012 avec l'élection de François Hollande, parce qu'il y avait dans le programme de François Hollande, il y avait plus ou moins, avec des allers-retours, mais il y avait quand même quelque chose autour de l'abrogation d'Adopi. Chose qui n'a pas été mise en place, parce que vous êtes là aujourd'hui. Mais il y a des choses, et notamment, et ça a commencé clairement à se concrétiser avec la loi création, je crois, de Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, qui est une éventuelle fusion, absorption par le CSA. Le futur projet de loi, tu veux dire? Le futur projet de loi qu'on ne sait n'a pas pas encore présenté, mais qu'elle a promis. Elle a promis qu'elle allait le faire. Et qui serait une application des conclusions du rapport Lescure. C'est ça. Enfin, entre autres, qui sera inspiré par le rapport Lescure. On a fait à peu près. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Et donc, il y aurait une absorption, enfin, on ne sait pas dans quelles conditions et tout ça, de la mission de l'Adopi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et on a bien senti que Marie-Françoise Maret n'était pas forcément très emballée par la proposition. Non. En fait,
Marie-Françoise Maret n'est pas emballée par une proposition construite à l'arrache. C'est surtout ce qui s'était passé lors de la tentative d'amendement du sénateur Assouline au débat sur la première loi audiovisuelle. Donc le discours tenu de façon presque fusionnelle en fait entre Marie-Françoise Maret et Mireille Imbert-Carretta, c'est ce qui importe, ce sont les missions. Ça, le gouvernement a dit qu'il allait les conserver, et la prise en compte de l'expérience de l'ADOPI. Ce qui importe évidemment, mais ça, il n'y a pas de sujet, parce que c'est d'ores et déjà garanti, c'est le maintien des agents. Au-delà de la pure question sociale, il y a de toute façon le savoir-faire qu'ils ont acquis, qui est une spécialisation extrême dans la fonction publique, donc ce serait vraiment assez dommage, si vous voulez, de perdre ça, mais il n'y a pas de sujet, parce que ça a été garanti. Donc quand Marie-Françoise Maret ou Mireille Imbert-Carretta interviennent, c'est pour dire ça. C'est la boîte, peu importe. Que ce soit l'ADOPI, que ce soit le CSA, que ce soit que sais-je encore, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait, et surtout qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin. Donc quand leurs interventions portent sur ce sujet, et effectivement, elles le martèlent parce qu'en 4 ans, on a quand même acquis une véritable connaissance très très approfondie de l'ensemble des sujets qu'on travaille, et elle tient à ce que ce soit utilisé, tout simplement. Donc c'est vraiment leur cœur de position, c'est ça. Après, une fois que c'est utilisé, que ça se développe au CSA ou au sein d'une institution indépendante qui continue à exister, ou que sais-je, de toute façon, vraiment peu importe. Mais est-ce que, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est au-delà de la mission en elle-même de l'ADOPI, c'est que en tant qu'autorité indépendante, la présidente de l'ADOPI est concernée directement par les problématiques traitées par l'ADOPI. En cas d'intégration dans le CSA, on passe sur l'autorité du président du CSA, Olivier Schrammeck en ce moment, qui n'est pas forcément lui, parce qu'il est nommé, parce qu'il y a tout un tas de contingences autour de l'audiovisuel. Voilà, sa spécialité, on va dire que c'est plus la télévision, c'est plus l'audiovisuel d'une manière générale, et qui peut avoir on a bien vu les premières prises de position, les premières prises de parole publiques de Olivier Schrammeck sur le partage, le piratage sur Internet, ont été des positions relatives. Enfin, on avait juste l'impression de revenir en 2007 en disant le piratage augmente, c'est horrible, la création va mourir et ce genre de choses. Enfin, on avait juste l'impression de revenir à la case départ. Et on sent aussi que l'arrivée, voilà, la prise en main, c'est pas simplement être intégré à ADOPI, intégré au CSA, ça veut dire que c'est aussi le CSA qui a une mission de contrôle, qui a une mission de régulation forte de l'audiovisuel, donc qui est plus dans un côté gendarme de l'audiovisuel, va aussi devoir peut-être aborder Internet sous un autre angle. Est-ce qu'il sera capable de le faire je crois qu'il faut vraiment éviter les procès d'intention. Je le dis d'autant plus qu'on nous en a fait tellement au début, et que, rappelez-vous les débuts d'ADOPI, on ne pourrait jamais envoyer de mail. On ne connaissait rien à Internet. À peine allait-on ouvrir un site qu'il allait être massivement attaqué et tomber à la seconde parce que les bases de données feraient l'objet d'attaques de hackers et que bon bref, on s'est bien amusé avec ça parce que le site de l'ADOPI pendant les 8 premiers mois il était en HTML dur. Alors, pour les attaques c'était un peu raté. Si vous voulez. Bon bref, donc on a vécu nous-mêmes sous le coup, pour être sérieux, de procès d'intention permanents pendant nos 18 ou 24 premiers mois. Faut pas refaire la même chose pour le CSA. Il y a une culture Internet. C'est clair que le CSA ne l'a pas forcément aujourd'hui, c'est clair qu'il est intéressé par cette culture Internet, c'est clair qu'on peut lui apporter. Et donc, c'est pas parce que telle ou telle déclaration ne correspond pas, etc., qu'il n'y a pas la capacité, et même voire l'envie, d'acquérir cette culture pour faire évoluer cette institution. C'est pas forcément mauvais. Je veux dire, il faut vraiment se garder des procès d'intention. Et j'insiste là-dessus, on l'a trop vécu, pour dire les choses ne peuvent pas se faire. Moi-même, au tout début, je me rappelle, pardon de l'anecdote, mais d'un journaliste qui me demandait, après une émission, ça vous a pas surpris la virulence des anti-ADOPI? Et dans les couloirs, j'avais dit assez spontanément si, parce que d'abord, oui, ça m'avait surpris, mais ensuite, il l'a tweeté, j'étais fou de rage. Maintenant, je m'en ficherais complètement. Donc, il y a une espèce d'acquisition de cette culture. Le CSA a parfaitement la possibilité de l'acquérir. Et une fois de plus, je pense qu'il en a l'envie. Et ça peut faire sens que l'institution CSA évolue, pourquoi pas? C'est pas forcément complètement aberrant. Je me prononce pas ni pour ni contre, je dis juste, il faut pas juger en amont, et les gens apprennent. On a appris nous-mêmes.
Donc tout le monde peut apprendre. Ça fait quand même un peu étrange au moment où, vous l'avez dit tout à l'heure, Adopi commence à bien connaître, à avoir son cœur de métier des études. Il va falloir qu'on en parle d'ailleurs parce que c'est vrai que ça avance tout ça. Oui, Mais et que au moment où voilà, vous commencez à avoir des différentes actions, différentes études, l'offre légale, ce genre de choses. Bon bah voilà, maintenant qu'on est arrivé à un truc qui fonctionne à peu près, ça a mis 4 ans. Oui. On envoie ça au CSA, c'est que le symbole est étrange quand même. Bon, on est en France, hein. C'est ça. Au-delà de ça, et très rapidement parce que c'est vrai qu'on avance. Si vous me demandez, est-ce que c'est mieux pour ces questions Internet d'avoir une petite structure autonome, réactive, déhiérarchisée et avec des circuits très rapides de décision, d'action, etc. Je vous réponds évidemment oui. Mais si vous me demandez, est-ce que le CSA n'est pas capable d'avoir ce genre de fonctionnement en interne, même si aujourd'hui ils sont 250, j'ai envie de dire, si on me disait fais le job, je le ferai. Je suis pas en train de faire un appel de. Non mais ça y ressemble. Hein. Non, oui, c'est pas. Non, clairement, c'est pas. Mais je veux dire par là, c'est après tout, ils sont quoi, 200, 250. Avec nous, ils seraient 300. Ça reste des petites structures. Donc la question, c'est l'agilité. Ce qui nous a permis d'apprendre, c'est des intermédiations internes. On reste sur Internet. Agilité, intérêt pour le sujet, liberté d'expression quasi totale. Pourquoi pas? Une des études qui va sans doute faire beaucoup parler. Ah, c'est ma vous en avez diffusé des petits bouts, une bibliographie, pardon, la semaine dernière, quelques préétudes, quelques publications en PDF disponibles sur adopi.fr. Alors, c'est quoi l'intitulé? La première fois que ça a été présenté en juin 2013, quand on a halluciné de voir que l'Adopi voulait étudier la question, ça s'appelait « La possibilité ou non de modéliser un système de rémunération compensatoire des échanges non marchands ». C'est l'article que vous avez terminé par on va faire des petits bons de joie et on revient. C'était quelque chose comme ça, non? Sans aucun doute. J'avais mis un arc-en-ciel en photo d'article. Et maintenant, ça s'appelle l'étude de la possibilité de rémunération proportionnelle du partage. Donc ça a un peu changé de nom. Il n'y a pas de défaut de diligence. Non, pardon. Mauvaise langue. Je vais faire la troisième blague sur l'eBay. Non mais c'est deux appellations compliquées qui ont sans doute subi une évolution de sens. Déjà, c'est quoi la différence entre la licence globale, la contribution créative et la rémunération proportionnelle du partage que vous étudiez en ce moment? Oh la vache. Voilà, non, mais là, vous avez 2 minutes. Hein. Je vais essayer d'être clair. C'est super compliqué. C'est super compliqué. On va essayer de le faire simple. Licence globale, contribution créative ont un point en commun. Elles s'appuient sur le prélèvement d'une rémunération sur l'abonnement Internet. Donc, vous payez aujourd'hui 19,99 par exemple, vous avez de 1 à 5 euros suivant le curseur qui est prélevé, on va dire sur tous les internautes, parce qu'il y a des déclinaisons, mais après c'est un peu trop compliqué. Ensuite, il y a une grosse différence entre licence globale et contribution créative. Licence globale, à l'origine, ça a été conçu comme la copie privée. Donc, en fait, le prélèvement sert à compenser les titulaires de droits, donc ça va directement dans leur caisse, pour faire simple. Tandis que contribution créative, ça a été conçu pour être versé aux caisses de l'État, qui lui serait en charge de financer la création. On est déjà, je ne sais pas si je suis clair, mais sur deux modèles conceptuels et intellectuels radicalement différents. En face de ça, licence globale, vous avez un fondement juridique qui n'a jamais été très éclairci. C'était grosso modo copie privée, mais jamais très clair. Contribution créative, vous avez un fondement juridique qui est ce qu'on appelle la théorie de l'épuisement des droits. Ce qui veut dire, là concrètement, une œuvre est mise à disposition du public, il n'y a plus de droits. Déjà, entre les deux modèles, à part le noyau commun, le socle commun qui est on prélève sur l'abonnement Internet, il y a d'énormes différences en termes de conséquences. Maintenant, rémunération proportionnelle du partage. Ah, attendez, pardon, très important, licence globale comme contribution créative ne vise que les échanges supposés non marchands en peer-to-peer. Donc je parle bien de peer-to-peer totalement non lucratif. Ça existe. On considère que nous aujourd'hui, au vu de nos études, que c'est à peu près 2% des internautes, mais ça existe.
C'est très clair. C'est du Emule, du BitTorrent complètement décentralisé, pas BitTorrent pas décentralisé, mais du BitTorrent sans forum, etc. Donc il y en a, c'est clair. C'est pour nous, c'est à peu près 2% des internautes. À partir du moment où on passe par un site qui se fait de l'argent via des pubs, par exemple, ça n'est plus. Ça compte plus. Ça compte plus. Ça compte plus. Catégorie là pour vous. Exactement. Mais pas pour nous. Hein. C'est quand on prend quand on prend les propos tenus par les uns et les autres sur licence globale ou contribution créative, le sens du non marchand, c'est ça. C'est totalement non lucratif. Enfin, moi, c'est ma compréhension. Et c'est un post qui a été écrit à droite à gauche. Donc oui, quand il y a un intermédiaire lucratif au milieu, ça rentre plus dans les cases. Sauf que c'est aussi l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre, le fait de faire un site qui répertorie des torrents est illégal. Donc forcément, les seuls qui prennent le risque de répertorier des torrents sont ceux qui vont se rémunérer d'une manière ou d'une autre pour le risque, entre guillemets. Et si ce risque n'existe plus, si les échanges non marchands rentrent dans la légalité, on peut imaginer que plein de communautés, pas forcément à but lucratif, pourront, parce que ça redevient une activité légale, créer ce genre de service. On peut imaginer, mais personne ne sait exactement ce qui va se passer. Non, parce voilà, que je veux dire par là, le caractère non lucratif, une fois de plus, il existe. Pour nous, il est minoritaire. Je pense qu'à un moment, le besoin d'injecter de l'argent dans le dispositif vient de la croissance de la communauté ou de la plateforme ou du service. Donc, un peu ce que vous racontiez là à l'instant avec les Pokémon, il y avait tellement de charges qu'il a fallu qu'ils déplacent de serveurs. Donc, une communauté, je dirais, qui reste confidentielle ou quasi confidentielle peut tout à fait fonctionner. De mon point de vue, hein, c'est en non lucratif. Dès lors qu'elle croit, ça marche plus. Et donc, il y a besoin d'injecter effectivement du financement là-dedans. Je reviens à licence globale, contribution créative et rémunération proportionnelle du partage. Quelles sont les différences? Alors, déjà, rémunération proportionnelle du partage, on n'est pas sur le peer-to-peer non lucratif, on est sur la totalité des pratiques de partage telles qu'elles existent aujourd'hui et qu'elles peuvent exister demain. On est sur la pratique de partage. Exemple, je mets sur Facebook une œuvre que j'ai envie de partager. Et je sais qu'elle est hébergée sur YouTube ou sur Dailymotion, etc., mais je la mets. Exemple, je donne un lien par Twitter sur telle autre œuvre, etc. Donc on est déjà complètement sorti du seul peer-to-peer non lucratif pour prendre tout ce qui est partage, en partant du principe que c'est ce qu'on a dit dans un de nos documents, qui dit Internet dit partage. D'une certaine façon, et c'est pas seulement limité à une techno et une économie d'une techno. C'est beaucoup plus global. Deuxième point, où trouver l'argent? Deuxième point, où trouver l'argent, on pense que faire peser sur l'abonnement Internet, non seulement c'est pas une très bonne idée, mais en plus c'est limité. Le nombre d'abonnements Internet est limité et le poids d'une contribution dans l'abonnement Internet est aussi limité. Mais on pense surtout que, en réalité, cette pratique de partage, et c'est beaucoup plus important, elle sert à des gens. Donc il y a deux pigeons, si vous voulez, dans la pratique de partage. C'est l'ayant droit d'un côté, l'internaute de l'autre. L'ayant droit, il est forcé à donner ses offres, on ne lui demande pas son avis. L'internaute, il est forcé à donner ses données personnelles, forcé. Il le fait volontairement, mais enfin d'une certaine façon, il n'y a pas le choix, on ne lui demande pas son avis non plus. Donc il y a deux dépossessions, en quelque sorte, qui permettent à certains d'acheter des trucs à, combien vous avez dit, 19 milliards de dollars, c'était ça? C'est ça. Ça s'appelle du transfert de valeur. Oui, bon, en termes bien... Ça vaut cher, les données personnelles. Voilà, les données personnelles, ça vaut très cher. Les œuvres, ça vaut très cher. Donc, et la pratique de partage, c'est bien ça. Il n'y a pas de partage sans œuvre, il n'y a pas de partage sans internaute. Donc les deux se font aspirer, en fait, on ne va pas dire leur propriété, mais leur capital, en quelque sorte, au bénéfice de gens qui engrangent pas mal d'argent. Donc, on dit rémunération proportionnelle du partage, c'est quoi? Eh bien, ces gens qui engrangent pas mal d'argent grâce aux œuvres et aux internautes, ben, ils vont rendre quelque chose. Alors, ils vont rendre quelque chose aux ayants droit, c'est le calcul de la rémunération, c'est sur quoi on est en train de travailler, qui est assez complexe, et il y a quelque chose qui va être restitué aussi aux internautes, c'est la possibilité de partager. C'est la différence, les grosses différences, elles sont là, en réalité. Après, ça amène des tonnes et des tonnes et des tonnes de discussions, et surtout beaucoup de travaux qui, à mon sens, n'ont jamais été faits. C'est pour ça qu'on a lancé 2 blocs de recherche. L'un économique sur combien ça peut rapporter, comment ça marche, parce que dans la rémunération proportionnelle du partage, il y a proportion. Proportion, ça veut dire quoi? Ça veut dire si le site gagne beaucoup d'argent avec le partage et des œuvres très récentes, il paye plus que le site qui gagne 0 avec, enfin, en gros, hein, c'est ça. Et d'autre part, une analyse juridique pour voir un peu comment ça s'inscrit dans la construction juridique complexe qu'il y a autour du droit d'auteur. Donc l'idée, c'est que les sites fassent remonter l'argent qu'ils gagnent vers les ayants droit et en échange deviennent légaux. Exactement.
En échange, le partage entre les internautes devienne légaux. Mais oui, il y a une idée de légalisation, il faut être clair. Et d'ailleurs, elle a été clairement énoncée, mais ça veut bien dire que le forum BitTorrent, par exemple, qui aujourd'hui est illégal, dans ce principe-là, deviendrait légal. D'accord. Mais est-ce que ça risque pas de dériver sur quelque chose qui est là aussi très français depuis quelques années, c'est-à-dire il faut que Google paye? Non, mais on est quand même, on a juste aussi l'impression qu'en termes politiques, de la part de la politique, que ce soit le gouvernement précédent ou celui-là, ils sont très cohérents dans ce genre de discours. On a juste l'impression qu'il y a des méchants qui s'appellent, qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Et que ils gagnent trop d'argent, il faut qu'ils payent. Et c'est vrai que quand on entend ça, je ne dis pas que c'est pas du tout justifié, mais que ils doivent financer aussi la presse. On va y revenir, mais ils doivent financer. Ça fait trois. Là, ça fait trois. Et ils doivent financer la création, ils doivent financer bientôt l'agriculture. Enfin, on ne sait pas, mais il y a quand même quelque chose, un discours quand même qui est là. Il y a un discours. Le discours, c'est pas il faut que Google paye. Le discours, c'est on regarde. Alors, ok, il est un peu techno et plus compliqué que le résumé. Il faut que Google paye. C'est on regarde le poids de la pratique de partage avec ce qu'elle sous-entend dans le modèle de l'intermédiaire. Et en fonction de ça, on essaye de calculer une redevance. Alors oui, effectivement, ça peut vouloir dire, on est moins sur Google en ce moment que sur d'autres sites où le poids est énorme, mais ça peut vouloir dire à un moment que tous ceux qui utilisent ça doivent payer, c'est vrai. C'est pas pour contribuer à la création, c'est simplement pour rendre un dû à qui il est dû. Et c'est en ça qu'on est, nous, conceptuellement tout à fait en opposition, pas conflictuelle, mais en opposition avec la contribution créative, puisque la contribution créative ne considère pas qu'il y ait un dû pour les ayants droit. C'est une autre vision philosophique qui consiste à dire l'œuvre doit appartenir à tout le monde, etc., etc. Nous, il y a un dû pour l'ayant droit, il y a un dû pour l'internaute. Mais oui, il y a un moment, il faut que quelqu'un paye. Et en attendant d'en savoir plus sur Adopi et l'avenir d'Adopi, il y a une date de publication de ce rapport. Cela, c'est pour fin juin à peu près. Donc il y a une étape intermédiaire qui va se tenir à Nantes fin mars, si je me souviens bien, où là il va y avoir un point sur les travaux juridiques. C'est ouvert si vous avez envie de venir à Nantes. Ils ont tweeté hier l'information. Et on a déjà présenté des bouts de travaux économiques à droite à gauche, mais l'ensemble est prévu pour fin juin. Après, il ne faut pas être dupe, c'est pas fait pour faire un projet de loi le lendemain. Et en revanche, c'est fait pour mettre sur la table des travaux solides, contestables. En plus, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes de cohabitation avec le nouvel axe de la future loi de création d'Aurélie Filippetti, tel qu'on l'a compris, qui est que la lutte principale va être contre les sites de piratage commercial, ou je ne sais plus comment il l'appelle exactement, et que... Ouais, et que non mais de contrefaçon commerciale, et que c'est leur nouvel axe de lutte et qu'ils veulent les déréférencer, leur couper la pub et par tous les intermédiaires techniques faire tomber ces sites-là. Je crois pas vraiment. Est-ce que les deux projets peuvent être lancés en même temps? Non, de toute façon, ce qu'annonce Aurélie Filippetti, c'est la mission qu'elle a donnée à Myriam Bercareta. Je crois que le rapport devrait lui être remis assez rapidement maintenant. C'est un projet à court terme. Aurélie Filippetti a dit qu'elle voulait avancer vite là-dessus. Une fois de plus, la rémunération pour un personnel du partage, on est sur du projet à moyen terme. Parce que de toute façon, les travaux qu'on va sortir, comme ce sont des travaux de recherche, par construction, par définition, ils doivent être contestés. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chercheurs qui doivent les prendre, chercher les failles, etc., etc. Donc si un jour on pouvait construire un projet de loi autour de cette idée-là, on est plutôt dans une échéance de 3 à 4 ans à peu près. Maintenant, deuxième réponse, même avec la rémunération proportionnelle du partage, il y aura toujours des passagers clandestins, des gens qui ne joueront pas le jeu. Ouais. Donc il faudra toujours garder des moyens de répression contre les gens qui ne jouent pas le jeu. Moi, je me dis que si le message est plus clair pour les internautes, s'ils savent que tel site n'est pas un passager clandestin, naturellement, ils vont jouer le jeu eux-mêmes, et ça va déjà faire un effet de régulation beaucoup plus important que tout ce qu'on peut construire. Mais il vous faudra toujours des moyens, donc ce que fait aujourd'hui Myriam Bercareta et ce qu'annonce Aurélie Filippetti pourra s'inscrire dans ces moyens. Donc, il faudra juste changer un peu les objectifs, mais c'est pas grand-chose. Eh ben merci, Eric Walter. C'est déjà fini? Mais oui, c'est déjà fini. Enfin, c'est déjà fou. Alors, fini de finir. Hein. C'est exploser le timing, mais c'est pas grave. Et puis, on doit finir comme à chaque fois par des poils.
Jingle. C'est pas le moment où je devais dire qu'Adopi c'était formidable? Ah, c'était ce moment-là, oui, parce qu'il était très attendu. Oh là là, ouais. Ah, on l'aurait voulu si je l'avais pas fait. Donc la rubrique à poil. La rubrique à poil, c'est une Linux Boubouk. Si, ça existe, je vous jure. Une Linux Boubouk, c'est une Moi, je petite... l'appelle Ruru. Ouais, mais toi, tu fais genre, tu parles maori. Voilà, c'est ça. Une Linux Boubouk, c'est une petite chouette qu'on appelle aussi Ruru chez les Maoris. Et celle-ci en particulier est arrivée à la clinique Bird Rescue en Nouvelle-Zélande quand elle avait 1 semaine à peine. Et aujourd'hui, elle a un petit peu grandi. Elle vole et elle a perdu presque tout son duvet de bébé, nous explique la description de la vidéo. C'est intense devant le bureau. Vous trouvez des trucs pareils? Sur Internet. Ah ouais, c'est vrai, ça existe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci, Eric Walter, À vous. de Adopi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération et sur No Life, bien sûr.